Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et là, vu qu'on est pile à l'heure, je vais démarrer sans plus attendre. Donc, merci d'être venus assister à cette présentation. Je vais vous présenter donc le deuxième tome de ma conférence sur la maintenance des projets sur le long terme et comment faire des projets qui ne vont pas mourir au bout de quelques mois ou quelques années. Donc là, j'ai choisi un sujet dans l'air du temps, et comme pour ceux qui n'étaient pas là à Brezelcraft il y a 3 mois ici même, donc j'ai décidé de faire ce cycle de 3 conférences sur le thème du Seigneur des Anneaux, et donc là on est sur le deuxième tome, les 2 tours. Donc à quoi s'attendre dans ce talk ? Des stratégies pour combattre l'IA slop. Donc l'IA slop, c'est un terme qui est apparu pour désigner un peu toute la bouillie, le contenu médiocre ou carrément pourri qu'on peut générer avec de l'IA quand on est mal supervisé ou quand on lui a demandé quelque chose de trop flou. Des enseignants de mes expériences sur le terrain, parce que même si c'est une discipline qui est assez jeune, moi ça fait quand même que j'ai été un adopteur plutôt, pour une fois j'étais plutôt un early adopteur de la technologie IA, donc là ça fait des mois que je l'utilise comme seule source de production du code que je livre à mes clients. Un petit peu d'humour, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, j'ai prévu de m'amuser. Et beaucoup de mauvaise foi. Parce que je trouve qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps de mettre de la nuance. Et rappelez-vous ce qu'a dit Olivier ce matin. Si jamais vous estimez que j'ai fait un blasphème et que j'ai insulté votre Dieu ou votre religion, n'hésitez pas à utiliser la loi des 2 pieds et à m'attendre à la sortie. Donc, précédemment, dans Le Seigneur du Legacy, Gandalf, Engineering Manager, est mort et parti en refacto du framework maison pour essayer de découpler de la base de données. Aragorn, Gimli et Legolas sont repartis affronter les bugs de prod, et pendant ce temps, Frodo et Sam ont continué leur ticket qui consistait à essayer de découpler la brique IAM du reste du système d'information de l'entreprise, qui devenait vraiment problématique et dont le provider risque de faire faillite ou en tout cas de remonter les tarifs s'il se fait racheter par un acteur un peu trop gourmand. Pendant tout ce temps, pendant que notre équipe était partie essayer de refactorer le module de paiement et le système critique de l'entreprise, Saruman, un autre engineering manager, a pris le contrôle de la stratégie tech. Enseignement allié de Gandalf, il a cédé aux sirènes de l'IA et aux promesses de productivité décuplée de Anthropic, ChatGPT et leurs concurrents. Donc il a déployé des assistants IA à tous les niveaux de la stack. Donc là, les forges d'Isengard tournent à plein régime. Là, on sort des urukai à la chaîne, vraiment, on industrialise le truc, on génère tout le boilerplate, tous les endpoints, tous les modèles de données, on ne fait plus rien à la main, on délègue à l'IA, pas de problème. On génère les tests unitaires à partir du code, ne faites pas ça. On génère la documentation à partir du code et des tests. Et enfin, on commence à se dire, tiens, si l'IA fait tout, on va aussi carrément lui filer les tickets de bug, et puis on espère qu'elle va nous coder le truc tout seul, le merger tout seul, et puis le mettre en production, parce que de toute façon, l'IA, maintenant, on commence à en avoir de plus en plus l'expérience, on commence à avoir confiance, et donc, on commence à lui déléguer vraiment de plus en plus de choses. Au début, tous les dashboards sont ouverts. Ligne de code par jour, explosé. PR ouverte par semaine, forte hausse. Le temps entre l'ouverture du ticket et la première pull request a chuté. Forcément, on écrit le code beaucoup plus court. Satisfaction des devs en hausse. Même les outils comme SonarCube, tout ça, nous envoient des données vraiment, tout est au vert, quoi. Je vais dire, ok, il y a des vulnérabilités, mais je veux dire qu'il n'en a pas, quoi. Et donc, on arrive dans un monde où l'IA fait tout. Mais si l'IA fait tout, en fait, pourquoi s'embêter ? À quoi bon faire des revues de code ? De toute façon, l'IA va le réécrire, le code. C'est gratuit, l'IA. C'est magique. On peut écrire le code à la volée. Ça ne coûte plus rien. On le voit partout sur LinkedIn de toute façon. Le coût du code tombe vers 0. Donc, pourquoi se soucier de la qualité ? S'il y a un problème, on le réécrira. Pourquoi faire de la documentation ? De toute façon, plus personne ne le lit. On parle avec les IA, on ne lit plus la documentation, il n'y a plus besoin. La qualité des tests ? Pareil. L'IA va les réécrire s'il y a un problème. On le verra bien. De toute façon, au pire, il y a un bug en prod. On ouvre le ticket dans notre système de ticketing. On file ça à un agent et... finalement, il y a une boucle assez courte qui fait qu'on est capable de tout corriger. L'architecture, pour l'instant, on n'a pas ce problème, donc il n'y a pas de raison de se préoccuper. Vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Déjà, on voit ici le CTO, avec Grima langue de serpent, consultant safe, qui a cédé aux sirènes de l'IA. Le CTO a fait appel à un consultant externe qui lui a été poussé par un grand cabinet de consulting et vraiment, dès le début, pas de naming. Le prototype sort en 3 jours au lieu de 3 semaines.
Vraiment, tout le monde est choqué. Vraiment, on ouvre le champagne. Il y a des choses qui sont vraiment inimaginables dans le monde d'il y a 6 mois, et donc on découvre, et c'est l'euphorie, quoi. Le management, le PO est ravi, le code marche, les features s'enchaînent. Vraiment, on n'a jamais été aussi productif. Et au bout d'un moment, on a des fois un petit peu des conflits de merge, mais on les résout à la volée. De toute façon, pareil, l'IA fait ça très bien. On a des bugs, mais c'est pas grave, on les corrige tellement vite que de toute façon, ça va, quoi. Il n'y a pas vraiment d'insatisfaction client qui a le temps de s'accumuler. Bon, il commence à y avoir du code qu'on comprend pas trop, mais ça marche. Alors pourquoi essayer de le réparer? Un bug arrive en prod, on le corrige, et là, il commence à y en avoir 2 autres qui apparaissent, et on commence à rentrer dans une espèce de système de boule de neige où ça devient de plus en plus compliqué. Et ensuite, au bout d'un moment, on arrive et on se dit, mais pourquoi est-ce que le service d'authentification fait 400 lignes? C'est l'IA qui l'a écrit comme ça. Ça, c'est vraiment la seule explication qu'on arrive à avoir. Mais du coup, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, on n'est pas arrivé d'un seul coup. Il faut comprendre d'où vient cet état de fait. Des fois, ça peut venir d'un truc comme on va scaler votre agilité. Parce que là, votre agilité, c'est bien, mais vous êtes en team de 6, 8, là, votre équipe commence à grossir, le produit commence à nécessiter des dizaines de devs, et ensuite, ça, à l'échelle, il va falloir passer à l'échelle. Votre équipe est à l'échelle, c'est normal que vos pratiques passent à l'échelle. Donc il a remplacé les rétros par des PI planning. On remplace le pair programming par des guildes. Donc au lieu de faire du pair programming, d'être à plusieurs sur une machine, on se dit une fois toutes les 2 semaines, on va prendre une après-midi pour raconter un article qu'on a trouvé intéressant sur LinkedIn. On a remplacé le TDD par des KPI de couverture. Parce que comme tout est automatisé, de toute façon maintenant on ne peut plus vraiment vérifier est-ce que les tests sont bien écrits, pas écrits. Mais c'est pas grave, parce qu'avec SonarCube, on connaît le taux de couverture et vraiment, on a mis des règles strictes. Impossible de descendre en dessous de 80% de couverture. On a remplacé les démos utilisateurs par des programme increments. Et là, à chaque fois, le CTO, à chaque board review, ouais, c'est bien, tout va bien. On voit que vraiment tous les tableaux sont au vert. Donc vraiment, quand on s'éloigne de la production du code et qu'on regarde juste d'un point de vue macro, tout a l'air de très bien se passer. Et d'ailleurs, tout le monde est sincère. C'est vraiment ça qui est inquiétant. Tout le monde fait ça de bonne foi. Il n'y a pas de notion de malveillance ou quoi que ce soit. Et là-dessus, évidemment, on peut rajouter une grosse pression du management pour dire non, bon, il y a un consultant qu'on a payé très très cher, là on a fait une transformation, ça nous a pris du temps, on a retardé la livraison de features, donc maintenant, vous avez l'IA, vous avez mis à jour toutes vos pratiques, maintenant il faut accélérer, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir un code sur lequel on a perdu toute maîtrise et qui, dès qu'on sort un peu des rails de ce que l'IA avait prévu, on se retrouve à avoir potentiellement des catastrophes en production, à avoir des pertes de données, voire même des fuites de sécurité, avec des conséquences plus ou moins graves. Mais en accélérant le développement, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose en route? On a délégué notre compréhension. C'est-à-dire qu'on peut déléguer à l'IA l'implémentation, on peut lui déléguer la conception même. Les modèles progressent, faire de l'architecture avec certains modèles, ça peut être très efficace en termes de sparring pour challenger nos idées. Ça peut même des fois proposer des trucs mieux que ce qu'on avait en tête. Par contre, quand on commence à se séparer de la responsabilité de ce qu'on livre, et qu'on fait confiance à l'IA de manière quasiment aveugle, et c'est un piège dans lequel il est très facile de tomber, à tel point 80-90%, enfin le taux de fiabilité en tout cas des modèles a augmenté ces 6 derniers mois, et encore plus au cours de l'année passée. Donc c'est vraiment un piège dans lequel c'est facile de tomber. Parce qu'au début, on la monitore, on relit toutes les lignes de code, à chaque fois on fait des petits pull requests, on a encore moins confiance dans l'IA que dans l'alternant de l'équipe d'à côté. Puis petit à petit, à force qu'on fait de la relecture et qu'on valide du premier coup, la vigilance baisse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pull requests qui touchent des dizaines de fichiers, qui touchent quasiment un module entier, qui sont juste en mode « ouais, ça a l'air bien, allez, je pousse ». Mais le problème, c'est que développer un logiciel, c'est apprendre. C'est pas un métier productif, le fait de produire du code. Un test que je fais parfois. Il y a beaucoup de développeurs dans la salle? À main levée? Ouais, gardez la main levée s'il vous plaît. On a tous 5 doigts levés et je vais vous poser une question. Imaginez un boulot que vous avez fait qui vous a pris 5 jours dans l'entreprise précédente, ou en tout cas vous ne pouvez pas le reproduire, vous pouvez juste le refaire. Combien de jours ça vous prend? Gardez le nombre de doigts levés sur 5 pour refaire 5 jours de boulot. Voilà, à chaque fois j'ai la même réponse, c'est entre 2 et 4. Celui qui dit 5, c'est que je crois qu'il n'a pas compris la question, soit... voilà. Le dev, ce n'est pas un processus productif. Si je dois porter des briques d'un endroit A à un endroit B, si quelqu'un les a mis de l'autre côté, ça va me prendre le même temps de les ramener.
Par contre, reproduire un travail de dev, ça va me prendre beaucoup moins de temps parce qu'en le faisant la première fois, j'ai appris. J'ai augmenté mon niveau de connaissance, j'ai augmenté mon niveau de compétence, j'ai appris sur la tâche que je suis en train de faire. Donc au début du projet, on va apprendre aussi, enfin on ne connaît pas, on va apprendre aussi sur le besoin des utilisateurs. Cette notion d'apprentissage, elle est hyper importante parce que ça doit driver la stratégie de votre équipe. Au début du projet, on ne connaît pas le besoin exact des utilisateurs. C'est quelque chose qu'on va découvrir en leur mettant entre les mains des choses. Les utilisateurs eux-mêmes, parfois, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils ont une vague idée de leurs problèmes, mais quand ils commencent à vous parler solutions, bon, d'une manière générale, il ne faut pas les écouter. Il faut plutôt écouter leurs problèmes. On ne connaît pas forcément toutes les contraintes techniques qu'on va rencontrer. Il y a toujours des fois un truc qui a été mal documenté, un bug où on pensait qu'on pouvait réutiliser un composant tel quel, finalement on ne peut pas pour une raison X ou Y. Il y a toujours des petites subtilités. Avec l'expérience et l'expertise, on peut réduire la marge d'erreur, mais il y aura toujours des moments où on va apprendre sur le moment et qu'on va rencontrer des contraintes qu'on n'avait pas anticipées. Étant donné qu'on ne connaît pas forcément le besoin exact des utilisateurs, il n'y a à peu près aucune chance de tomber bien du premier coup sur la meilleure architecture possible pour dans 6 mois. Pareil, parce qu'on a appris en cours de route, et donc il va falloir pivoter, faire apprendre ce genre de choses. Au moment d'écrire le code, même si on a une bonne idée de ce qu'on veut faire, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on doit le faire. Et c'est pour ça qu'on a des fois du code qui ne compile pas du premier coup, des tests qui ne passent pas du premier coup, etc. Tout ça, on le découvre en le construisant, pas avant. Et c'est pour ça que le dev, c'est un processus d'apprentissage, ce n'est pas un processus de fabrication. Et c'est pour ça que les équipes, enfin les organisations qui considèrent le dev comme un ouvrier spécialité au bord de la chaîne de production n'ont rien compris. Le dev, c'est un processus d'apprentissage, c'est un métier créatif, c'est pas un métier, je suis pas en train de dire qu'on est des artistes, hein. Je suis juste en train de dire c'est un métier où en le faisant, on apprend, on s'améliore. Et c'est impossible de faire autrement. Donc produire un logiciel, c'est apprendre à produire ce logiciel. Si on l'avait déjà fait, on l'installerait. On ne recode pas un logiciel identique 2 fois. On récupère des briques, on va le télécharger, sinon on va l'installer. On ne va pas le faire ça. Sinon, on n'aurait pas besoin de parler d'estimation. Si on savait exactement ce qu'on faisait, on ferait de la planification. On dirait, voici la tâche, voici mon catalogue qui dit pour telle tâche, ça prend tant de temps. Pour faire ce endpoint, ça prend 2 jours. Pour celui-là, ça prendra 4 jours. Et on n'aurait pas de divergence. On est quand même parmi les seuls métiers où on a un taux d'erreur de 100% sur les estimations. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, et autre chose super importante à comprendre, c'est qu'on n'apprend pas en faisant. On apprend en observant le résultat de ce qu'on fait. Un enfant qui touche une plaque chaude, il n'apprend pas en tendant la main. Il apprend en se brûlant. Un musicien qui progresse, il progresse parce qu'il s'écoute jouer, qu'il a le retour de son instrument. Ce n'est pas juste parce qu'il appuie sur les cordes. Donc l'action sans feedback, c'est du mouvement. Ce n'est pas de l'apprentissage. Et donc, ce n'est pas parce qu'on fait une tâche de manière répétée qu'on progresse. Moi, par exemple, je ne voudrais pas me vanter, hein, mais ça fait plus de 30 ans que je fais mes lacets. Et bien pourtant, je ne peux pas dire que je suis vraiment un expert en lassage de chaussures. Je n'ai pas essayé 15 techniques, je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas fait une thèse sur le sujet. Et donc, en fait, ma technique de lassage de chaussures est probablement la même qu'elle était il y a 30 ans. Et, message qui ne cible absolument personne, mais posez-vous la question, vous, est-ce que vous continuez encore à progresser? Est-ce que vous n'êtes pas dans un cycle répétitif dans votre contexte où juste on est habitué, on continue à évoluer, mais pas dans le sens croissance ou apprentissage? Parce que pour ça, en fait, pour pouvoir apprendre, il ne faut pas juste du temps, il faut une intention. Il faut avoir la volonté de faire ce genre de choses. Et là, ça, c'est décrit par la boucle de feedback, la boucle de rétroaction en français, qui consiste à émettre une hypothèse, agir, observer le résultat, et ajuster la prochaine action qu'on va faire pour pouvoir affiner le résultat et avoir un modèle mental qui colle beaucoup plus à la réalité de ce qu'on veut faire. Et donc, plus la boucle est courte, plus on apprend vite. Plus elle est longue, évidemment, plus on accumule d'erreurs avant de voir qu'on s'était trompé au début. Pas de boucle du tout, on avance à l'aveugle. C'est comme la métaphore du se brosser les dents ou se lasser ses chaussures. On a beau le faire tout le temps, c'est pas pour autant qu'on le fait de mieux en mieux. Et donc, parce que le dev, c'est un apprentissage, le feedback, c'est vital. Je ne dis pas que c'est utile, je dis vraiment c'est vital. Si vous n'apprenez pas et que vous ne progressez pas, il y a peu de chances que votre projet finisse par se passer bien. Le compilateur qui nous crie dessus, il nous apprend quelque chose sur notre code. Chaque test qui passe pas nous apprend quelque chose sur notre base de code aussi.
Chaque review va nous apprendre quelque chose sur la lisibilité de notre design, sur l'architecture. Chaque rétrospective va nous apprendre quelque chose sur notre façon de travailler. Et chaque mise en prod, chaque démo, chaque mise en contact de notre produit avec les utilisateurs va nous apprendre quelque chose sur le vrai besoin des utilisateurs. Si on coupe le feedback, on coupe l'apprentissage. Et c'est exactement le risque qu'on a, pour moi, quand on commence à déléguer à l'IA de plus en plus de choses. De perdre le contrôle sur le projet et donc de complètement arrêter d'apprendre à la fois sur notre projet, sur nos pratiques et sur notre capacité à garder un système maintenable sur du moyen long terme. Ça, ces problèmes, ils ne sont pas nouveaux malheureusement. Ça fait 25 ans que le mouvement agile a été signé. L'IA les a juste amplifiés. Parce que sans feedback sur l'implémentation, on va produire du couplage beaucoup plus vite. Sans feedback sur l'architecture, on va juste accélérer le pourrissement logiciel. Et du coup, ce ne sera pas forcément une dette technique. Sans feedback sur les attentes du métier, on va libérer très très vite des features qui servent à rien. On va alourdir notre produit et au final, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un outil qui fait plein de choses de manière super médiocre, mais à peu près rien dont les vrais utilisateurs ont besoin de manière précise. Ou alors juste de manière approximative, ils sont obligés de trouver des solutions de contournement, ce genre de choses. Et coup de bol pour Legacy Corp, Gandalf, qu'on croyait perdu en burn-out dans son refacto du service Legacy, revient et il est promu en tant que VP of Engineering pour son succès. Et là, il revient, et enfin, il a l'oreille du CTO, et là, il peut lui ouvrir les yeux, il peut lui montrer, oui, mais regarde tes KPI, regarde tes tableaux verts et tout, qu'est-ce que ça implique? On a augmenté le temps de correction des bugs, on a oublié de mesurer le nombre de bugs qu'on avait en production, mais surtout, tu as oublié pourquoi on construit les utilisateurs. Est-ce que le taux de satisfaction, on l'a mesuré avec l'IA? Est-ce qu'on a un dashboard de mesure de satisfaction? Est-ce qu'on continue à faire de la discovery? Est-ce qu'on continue à avoir quelque chose dont les utilisateurs sont fiers de l'utiliser, ou en tout cas qui leur apporte de la valeur? Et là, finalement, la deadline arrive. Il va falloir livrer enfin la migration qui avait été promise aux utilisateurs, mais Gandalf, en tant que VP of Engineering, va devoir lutter contre tout l'IA slop qui a été produit. Heureusement, il vient avec lui, avec sa méthodologie qui a fait ses preuves, et c'est une méthodologie qui, elle, donc, a le feedback loop directement intégré. À votre avis, c'est quoi cette méthode agile? XP, quoi d'autre? C'est quoi l'autre? Ah. Scrum. Vous connaissez la différence entre Extreme Programming et Scrum en 2026? C'est quasiment pareil. C'est juste que dans Scrum, on a enlevé tout ce qui fait à peu près que dans Extreme Programming, ça a une chance de marcher. Donc ce qu'on a retiré de XP, c'est le TDD. Bah, beaucoup trop technique. On ne peut pas vendre de formation au TDD en 3 jours. Pair programming, retiré. Mettre 2 devs devant un ordi, n'importe quoi. Pourquoi pas faire des réunions pendant qu'on y est? Entre devs, je veux dire. L'intégration continue, retiré. C'est trop DevOps. Ça, c'est pas notre scope, quoi. Refactoring continu, mais retiré, on verra plus tard. De toute façon, au pire, l'IA nous dira bien quand il y a un problème et qu'il faut refactorer. Les standards de code, là, de toute façon, maintenant, l'IA, elle a fait les siens, elle s'est approprié la code base, c'est plus vraiment la peine, quoi. Et puis, chacun fait comme il veut, c'est beaucoup plus agile de faire chacun de son truc, quoi. Au pire, on pivote et on adapte en cours de route, quoi. Donc, quand même garder le daily et le burn down chart. Voilà. Et là, l'IA est arrivée. Avant, une équipe qui avait aucune bonne pratique technique, elle produisait du mauvais code, mais lentement. Donc au final, le produit se dégradait petit à petit, et genre au final, il fallait quelques mois avant d'avoir vraiment une chute mesurable de la productivité et déjà être capable de mesurer la productivité, ce qui est déjà pas simple dans nos métiers. Avec l'IA, le problème c'est qu'on en produit 10 fois plus, 10 fois plus vite. Donc là maintenant, Scrum sans pratique technique, ça détectait pas le problème. Quand on met l'IA entre les mains d'équipes de dev qui n'ont pas la discipline, ou en tout cas des pratiques qui permettent de garantir la maintenabilité d'un logiciel sur du long terme, bah là, c'est impossible de l'ignorer, parce que très très vite, de l'ordre de quelques semaines, on va se retrouver dans une situation qui peut être catastrophique et qui peut même nécessiter d'envisager des refontes complètes. Pourquoi XP? Est-ce que c'est une méthode qui, à mon sens, est le plus adaptée à ce genre de choses? Bah déjà,
XP, de manière intégrée à la méthodologie, on a des feedbacks à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, déjà, on a des feedback loops à l'ordre de la seconde ou de la minute. Quand on fait du TDD, donc du développement piloté par les tests, on va écrire le test avant de pouvoir écrire le code, et donc c'est quelque chose qui déjà fait qu'on comprend où on doit aller et quel est le but qu'on doit atteindre avant de commencer à écrire le code. Et déjà, rien que pour ça, TDD va améliorer la qualité du logiciel dans sa globalité parce que les devs vont arrêter de faire des trucs qui pensent qui est ce qui est demandé. Ils vont d'abord s'assurer qu'ils ont compris et ensuite seulement ils vont se mettre à coder. Donc on va éviter ce décalage entre « Ah ben j'ai fait 2 semaines de code en croyant que c'était ça qu'il fallait faire et puis finalement comme il faut livrer bientôt, ben, on va essayer de tordre le programme pour que ça fasse quand même le comportement attendu mais en n'ayant pas du tout la structure qui était celle qui serait optimale pour le besoin qu'on a. » Donc pour ça, Extreme Programming nous pose déjà une feedback loop, une boucle de rétroaction qui permet aux devs de tout de suite savoir s'ils vont dans la bonne direction ou pas. Dans le cadre d'un développement agentique, le fait de savoir où on va avant de commencer l'implémentation, ça a aussi un bénéfice énorme qui est que l'IA ne peut pas tricher. Si vous demandez à l'IA d'écrire le code et qu'après vous lui demandez en plus d'écrire le test, bah, elle va faire exactement comme n'importe quel dev qui écrit le test après avoir écrit le code, il va écrire un test qui passe parce qu'il est convaincu que le code fait déjà ce qu'on attend de lui. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec soit des tests qui testent rien, soit des tests qui ne prennent pas en compte tous les cas aux limites ou qui ne prennent pas des cas particuliers qui peuvent poser problème aux utilisateurs. En forçant l'IA à avoir un système de vérification qui est déterministe, et bien là en fait le côté non déterministe de l'IA, c'est-à-dire qu'avec l'IA vous allez lui donner un prompt 2 fois ou vous allez le donner à 2 agents différents, vous n'aurez pas la même réponse. Le principe de quelque chose de déterministe, c'est que pour les mêmes entrées, on va toujours avoir les mêmes sorties. Et donc, c'est indispensable, quand on code avec un développement agentique, de fournir à l'agent une manière déterministe de pouvoir garantir si elle est dans la bonne direction ou pas, de manière à ce qu'on lui fournisse une boucle de feedback qui va lui permettre, pas forcément d'apprendre, parce que ce n'est pas parce qu'on a un agent qui a une boucle de feedback que lui, il apprend, ce n'est pas un cerveau humain, mais en tout cas, il est capable de détecter lui-même s'il part dans une bonne direction ou s'il a des choses à corriger. Et donc, plus vous aurez une feedback loop qui est précise, qui est rapide, plus elle pourra faire d'itérations, et moins vous allez perdre de temps et de tokens pour arriver au but que vous voulez. Le pair programming, quelque chose vraiment qui est instantané comme feedback, c'est que vous avez un collègue à côté de vous, et vous prenez les décisions à deux pour pouvoir garantir que le design il est au plus proche de ce que l'équipe maîtrise. Vous allez vous allez augmenter le bus factor, c'est-à-dire que vous allez augmenter la répartition de la connaissance dans votre équipe, et bah là, en fait, dans le programmation agentique, bah là, le fait de piloter une IA, quand on a été habitué à dicter à un autre humain une intention de ce qu'on veut coder, de comment est-ce qu'on veut faire ça, ça donne déjà une première piste sur mieux piloter un agent IA. Le refactoring en continu, pareil, c'est une discipline de XP. À chaque fois que l'IA va nous pondre un bout de code qui est trop gros, on se force à essayer de le refactorer pour ne pas pousser dans la branche principale, ou en tout cas ne pas mettre à disposition du reste de l'équipe du code qui est juste le brouillon ou la première version de ce qu'on a fait. Comme je disais avant, on apprend en permanence, il n'y a quasiment aucune chance que la première version de votre idée soit le design parfait pour le produit. À l'école, on vous disait de faire des brouillons pour votre rédaction, bah, c'est pareil, il n'y a pas de raison que pour le code, d'un coup, la première version soit la bonne. Clean code et nommage cohérent, bah en fait, la compréhension, elle doit être immédiate, ou alors elle va être ambiguë, et on va risquer d'avoir des incompréhensions sur l'objet sur lequel on est en train de travailler, ou sur le but qu'on doit atteindre. Donc à cette échelle, dans Extreme Programming, c'est le code qui nous parle, c'est directement à l'échelle du code qu'on a ce retour-là. Ensuite, on va avoir une autre temporalité sur les boucles de feedback, qui est la boucle en heure ou en jour, où on va se poser la question, est-ce que c'est au bon endroit ? Normalement, l'écriture des tests, le filet de sécurité qu'on a construit ou qu'on a co-construit avec l'IA va nous permettre déjà de dire on est confiant sur le comportement du logiciel qu'on est en train de construire. Maintenant, avec cette boucle de feedback, on va parler d'intégration continue. Donc là-dedans, on va intégrer en permanence. Si vous pensez que vous faites de l'intégration continue ou si vous avez un doute, c'est très simple. Si vous avez des branches Git qui durent plus que 1 ou 2 jours, c'est que vous n'en faites pas. C'est aussi simple que ça. Donc là-dedans, on va outiller de manière à vérifier que le formatage du code correspond aux standards de l'équipe. On va avoir des tests, on va avoir un certain nombre de tests et éventuellement on peut même avoir des frameworks qui testent la qualité des tests
avec des tests de mutation, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce talk, donc je ne vais pas trop développer. Mais on peut en parler après si vous voulez. Ensuite, on va avoir des code review orientés architecture, et là, on ne va pas se demander est-ce que ça marche. Ça, c'est une question qui est déjà censée être répondue par les tests automatisés et par le processus d'écriture de code lui-même. On est déjà à ce stade censé savoir que le code fonctionne, comme on l'attend. Donc on va se poser la question, est-ce que c'est au bon endroit? Ensuite, autre signal, le stand-up meeting, on va écouter les signaux faibles du quotidien. Si on dit j'ai passé 3 heures à comprendre le code généré hier, c'est que vous êtes déjà en train de perdre le contrôle de votre projet. Quand vous avez des gens qui disent je me suis battu contre la stack, j'ai galéré à faire marcher tel truc, c'est des signaux faibles qui, s'ils se répètent, ça mérite de les écouter et d'y allouer du temps et d'investiguer pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problème. Parce que quand on commence à perdre la maîtrise du code parce qu'il a été délégué à une IA, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et surtout, du fait qu'on produit encore beaucoup plus vite, c'est un peu comme une fissure. Bah, la fissure, elle va s'agrandir beaucoup plus gros, et au bout d'un moment, vous allez avoir votre projet qui ne ressemble plus à rien et qui va s'écrouler sur lui-même. Autre truc inclus dans Extreme Programming, c'est le mob programming, ou ensemble programming, selon la littérature, selon qui est l'auteur. C'est comme du pair programming, c'est-à-dire avoir 2 personnes qui font du dev sur une seule machine. Bah là, le mob, c'est plus que 2. C'est entre 3 personnes et toute l'équipe. Et à chaque fois qu'on a une décision très structurante à prendre, on encourage toute l'équipe à faire les décisions d'architecture et à, comme ça, être capable de justifier et de maîtriser tous les choix qui sont pris et de les assumer sur du moyen long terme. Ça permet aussi d'aider tous les membres de l'équipe à avoir le même niveau de compréhension. Comme ça, les personnes qui sont juniors peuvent bénéficier de l'expérience des seniors, et les seniors peuvent parfois bénéficier des questions naïves en apparence des juniors pour soit voir leurs propres angles morts, soit juste, des fois, solidifier leur compréhension ou même avoir un peu plus de certitude parce que ça les pousse à se challenger un peu et à réfléchir plus en profondeur parfois à leurs choix et à leurs propositions. L'artefact qui sort de ces sessions de mob programming, idéalement, sont des architectures decision record, donc c'est des documents formalisés qui servent à documenter les décisions que l'équipe prend en disant voici la problématique qu'on a, voici les choses qu'on envisage, voici tout ce qu'on a évalué, et à la fin, idéalement, on doit avoir une conclusion qui dit voici la solution qu'on a retenue parce qu'on a préféré choisir tel autre problème plutôt que l'autre problème. Ensuite, enfin, autre chose qu'on peut faire pour la boucle heure ou jour, c'est d'avoir des tests d'architecture qui, selon le framework que vous utilisez, le langage, faut avoir des tests en fait, qui garantissent de manière automatisée que l'implémentation du code et la structure du code qu'on a respectent les standards de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui s'automatise très bien et qui peut être mis directement et que l'IA peut lancer elle-même pour comprendre qu'elle est en train de faire une bêtise et s'autocorriger. À cette échelle, ça va être l'équipe qui parle. Et enfin, on a une dernière temporalité dans Extreme Programming, c'est la boucle à l'échelle de la semaine ou du mois pour se poser la question, est-ce que ce qu'on fait, c'est utile? Parce qu'après tout, on peut des fois être en entreprise, avoir l'air très occupé, avoir vraiment beaucoup de travail et au final avoir un outcome, un impact sur l'entreprise, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ou sur la satisfaction utilisateur qui est vraiment très limité, voire nul, voire carrément des fois contre-productif. Donc dans XP, on préconise les itérations courtes, donc encore plus court que Scrum. À la base, on parlait des itérations de 1 semaine. Après, ça a été plutôt 2 semaines, mais en tout cas, l'avantage de ça, c'est que si on se rend compte qu'on a gaspillé du temps de travail depuis la dernière fois qu'on s'est posé la question, on aura gaspillé 1 à 2 semaines de travail, pas 3 mois. Ensuite, le BDD, donc Behavior Driven Development, le développement piloté par le comportement, c'est une méthodologie dans laquelle on va s'assurer que les experts métiers ont bien réussi à transmettre au travers d'ateliers la compréhension fine de ce qu'il faut faire aux développeurs. Parce qu'il y a une citation célèbre dans le milieu software craftsmanship, c'est « ce qui part en production, ce n'est pas ce qu'il y avait dans la tête de l'expert métier, c'est ce que les développeurs en ont compris ». Et donc, avec BDD et les tests d'acceptance et le développement piloté par les tests d'acceptance, on va pouvoir formaliser la liste de toutes les vérifications qu'il faut faire pour considérer que notre fonctionnalité elle a bien été implémentée. Enfin, à chaque fois qu'on a fini une itération, à faire une démonstration, et donc là, on va présenter le code à l'utilisateur, parce que là, l'utilisateur, parfois, va avoir des inputs que vous ne pouvez pas deviner. Par exemple, ces derniers temps, j'ai travaillé sur une application pour des aveugles. Eh bien, les aveugles n'utilisent pas le smartphone comme nous. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Par contre, c'est seulement à force de leur présenter des versions
de manière régulière et itérative, qu'on commence seulement après plusieurs... ouais, ça fait bien 6-7 versions qu'on fait, et que là seulement on commence à avoir des gens qui arrivent, on leur présente sur des salons et qui sont enfin satisfaits de pouvoir utiliser l'application sans aide. Et ben ça, quand on n'est pas aveugle, bah, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut deviner, la preuve, il a fallu 7 itérations, mais maintenant, à force de présenter aux utilisateurs et qu'ils nous disent non, c'est pas du tout la manière dont nous on utilise le truc, ben là on peut affiner et avoir vraiment quelque chose qui colle aux vrais besoins, et pas parce qu'on a produit plus de features, juste parce qu'on a remis en question ce qu'on faisait, on a jeté du code, clairement, mais à la fois, ben, c'est du code qui nous a coûté un peu de temps, mais qui nous a fait gagner beaucoup de compréhension de nos utilisateurs et du métier qu'on essaye d'implémenter. Autre chose de XP, donc le backlog refinement en équipe avant le prompt, parce que finalement la conversation humaine entre les membres de l'équipe, ça ne pourra jamais être remplacé par une IA. C'est vraiment quelque chose qui est le plus important au sein d'une équipe, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Même dans des équipes que j'ai vues ou dans lesquelles j'ai évolué, où on était beaucoup plus enclin à faire du pair programming, parfois même du mob, en fait le développement agentique fait que on s'est un peu plus isolé, et donc il faut absolument retrouver des moyens de connexion entre les humains de l'équipe. C'est des moments, il faut les sacraliser, il faut les prioriser. Et s'il y a un seul truc que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est que si vous adoptez l'IA dans vos équipes et que vous avez résolu un peu les problèmes de maintenabilité qui font que votre projet est en risque, n'utilisez pas le temps que vous allez gagner pour produire toujours plus, utilisez le temps que vous allez gagner pour produire mieux. Allez parler avec les experts produits, allez parler avec les experts qui vont être chargés de la validation, de l'assurance QA, allez parler avec toutes les parties prenantes et idéalement avec vos utilisateurs, et utilisez ce temps pour connecter avec les humains plutôt que de vous aliéner devant une machine 8 heures par jour et au final se retrouver complètement dopé à la dopamine et en mode machine à sous, je fais un prompt, ça tourne, ah jackpot. Voilà, donc essayez de ne pas tomber dans ce piège-là et au contraire, le temps que vous gagnez, ne l'utilisez pas pour produire plus, utilisez-le pour vous questionner sur qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur supplémentaire à nos utilisateurs ou est-ce que ça rapporte plus d'argent à l'entreprise. Utilisez-le vraiment à bon escient le temps que ça vous fait économiser. Et donc pour ça, un artefact très utile, enfin un rituel très utile, le plus utile pour moi de l'agilité, c'est la rétrospective où on va s'arrêter, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on a bien vécu depuis la dernière fois qu'on a fait une rétro, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, ok, est-ce que quelqu'un me dit comment on le fait? Une personne prend le sujet et on lui alloue du temps pour qu'elle essaye de proposer une solution qui améliore les choses. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à atteindre une certaine agilité, en se remettant en question de manière permanente et en gardant en tête, c'est un processus d'apprentissage, il faut absolument avoir cette intention de vouloir évoluer et de poser des hypothèses et de s'autoriser à les rejeter, à les valider ou à les invalider et jeter du code. Si c'est pas beaucoup de code, c'est pas grave. Donc, le rempart amené par Gandalf, c'est Extreme Programming. C'est à mon sens la seule méthodologie qui, de manière documentée, va proposer des boucles de feedback à toutes ces échelles-là. Toutes les autres vont avoir soit des angles morts sur les boucles longues, soit elles vont carrément avoir aucune préconisation sur les boucles courtes comme les tests, la manière d'architecturer un projet de manière durable et ce genre de choses. C'est ça le rempart. Donc, en conclusion, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser l'IA de manière efficace. Ce qu'on vous vend en 2026, c'est le context engineering, le harness engineering, le spec kit ou spec driven development, comme si on avait attendu 2026 pour se dire que c'est une bonne idée de faire des specs, l'orchestration d'agents, le eval driven development, ou le tool use, le output validation. Spoiler, en fait, c'est dans Extreme Programming depuis 1999. Tous ces trucs-là, il n'y a rien de nouveau, il y a juste une espèce de rebranding marketing dont, il faut quand même l'avouer, Extreme Programming avait sacrément besoin. Parce que c'est pas bien d'être extrême. Enfin, je veux dire, un extrémiste, aucun de vous, je pense, n'a envie d'être traité d'extrémiste. C'est pas positif, donc c'est pas quelque chose qui joue en la faveur de la pratique, son hommage déjà, et donc je profite de ce talk et de cette tribune pour essayer de pousser cette pratique qui, à mon sens, est la méthodologie qui garantit d'avoir des projets qui vont continuer d'apporter de la valeur sur du long terme en utilisant le rebranding qui est offert par l'intelligence artificielle. Ici, en fait, on peut voir système prompt, c'est juste un readme et un onboarding.
C'est quelque chose qui va être valide tout le temps. Avant, le filer à un humain. Maintenant, vous avez de quoi le donner à un ordinateur. Few shot example, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans la littérature sur le développement agentique. En fait, c'est exactement les mêmes scénarios, given, when, then. Genre, given, je suis un utilisateur majeur. When, je veux m'inscrire pour voter. Then, je suis ajouté à la liste électorale. C'est ce genre de choses qu'on peut faire dans des sessions d'example mapping. Et quand on documente tous les exemples de ce qu'on peut faire, alors après, on est à un prompt et un framework près d'avoir des tests qui sont des spécifications exécutables, qui vont construire le filet de sécurité que vous allez pouvoir donner à l'agent IA, qui va écrire du code de manière probabiliste jusqu'à ce qu'il passe toutes les validations. Et à ce moment-là, vous savez déjà que votre IA, elle a peut-être produit quelque chose qui ne va pas avoir le design optimal. Par contre, vous aurez validé de manière automatisée que le comportement qui est attendu est bien implémenté. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis 2008, BDD. Memory Persistent Consent, là, les ADR, donc les Architecture Decision Record dont je parlais tout à l'heure, c'est un outil que les IA peuvent très bien utiliser. C'est quelque chose qui va être utilisable par les IA sous forme de documentation et sur lequel elle va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire les implémentations du code qu'on va lui demander. Spec Kit, Spec Driven Development, c'est exactement avoir des critères d'acceptance, d'acceptation et une definition of ready, c'est-à-dire une checklist de choses dont on doit disposer pour pouvoir déterminer qu'on peut commencer à implémenter la feature. RAG Context Retrieval, ça c'est quelque chose qui était déjà un peu documenté dans Clean Code, parce que si on a une code base où on est capable de retrouver facilement les termes que le métier emploie pour parler, c'est quand même plus facile pour s'y retrouver même en tant qu'humain, et donc l'IA ne fait pas de différence avec ça. Si on utilise le code qui décrit vraiment les fonctionnalités, avec son nommage, avec son architecture, même l'IA s'y retrouvera plus facilement. Et ensuite, donc l'orchestration d'agents, c'est pas très différent d'avoir une séparation des rôles et de l'ensemble programming. Les skills, les agent library, ça peut être des bibliothèques de patterns, de faire parfois des katas internes, et donc de faire des exercices de code et de la pratique délibérée dans l'entreprise. Bref, contexte engineering, rien de nouveau sous le soleil, vous avez déjà toute la littérature qu'il faut depuis 25 ans, 27, pour pouvoir vous en sortir avec les développements agentiques. Autre terme hautement à la mode, le harness engineering, donc quelque chose qui va permettre en fait de mettre une espèce de filet de sécurité, un harnais de sécurité autour de l'agent IA. Encore une fois, il y a un terme 2026, Output Validation, on peut dire que c'est quasiment du TDD. Les eval suites, c'est juste fournir des tests automatisés qui couvrent suffisamment le besoin pour garantir qu'on a un système qui est déterministe, qui est automatisé, que l'IA peut lancer elle-même pour déterminer est-ce qu'elle est dans la bonne direction et qu'elle va implémenter le besoin de la bonne manière. Ensuite, Policy Hooks, ça c'est les mêmes hooks qu'on avait avant. Sandbox Execution, c'est le fait de conteneuriser ou de mettre dans des machines virtuelles certains bouts de l'application quand on estime qu'il y a des risques de sécurité ou quelle que soit la raison. Approval Gates, code review obligatoire. Les safety filters, là on peut avoir des validators, des schémas, des choses qui étaient déjà dans XP. Et à la fin, là l'observabilité et le tracing, c'est tout simplement le logging structuré, les DORA metrics et toutes les choses qui nous viennent de la pratique et de la culture DevOps. Je n'ai pas le temps de faire un scud sur DevOps. Donc XP, en conclusion, c'était optionnel pour piloter des humains, mais à mon sens, c'est obligatoire pour piloter des agents. Si vous faites ça en temps, en temps réel, les agents vont produire beaucoup trop de code, en tout cas beaucoup plus que vous ne serez capable de valider manuellement, et donc le fait de fournir ce filet de sécurité que propose XP avec les tests automatisés, les validations et tout, fait que vous allez planter votre projet à coup sûr si vous y allez sans ces pratiques et sans cette méthodologie. C'est tout ce que j'ai à raconter sur XP, et pendant ce temps, on va garder en tête que Frodon et Sam ont passé tout le talk en pair programming sur la brique d'identification et d'autorisation, en permanence, pas de daily, pas de burn-out, pas de Scrum Master, et parfois il y a Gollum, donc Gollum, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, qui était l'expert de la brique authentification, qui a construit son identité autour du fait que ça marche comme ça, et donc ils ont besoin, mais dont on ne saura pas avant le prochain talk s'il va leur mettre les bâtons dans les roues pour garder son utilité dans l'entreprise, ou si au contraire il arrivera à faire ce qu'il faut pour le bien de l'entreprise et les aider donc à supprimer ce couplage nocif
au cloud provider. C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté pour votre attention. Donc si vous voulez équiper vos équipes avec l'utilisation de l'IA sans tuer votre prod, parlons-en. N'hésitez pas à venir me parler, je serai là toute l'après-midi. Et surtout, je voulais remercier tous les sponsors, tous les gens de l'Orga qui ont permis que cet événement soit possible. Et je vous invite donc à scanner ce QR code pour me faire un feedback, parce que c'est la première fois que je donne cette présentation et je suis sûr qu'elle est remplie d'axes d'amélioration. Ouais, pour la captage, je vais prendre le micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Petit air frais de renouveau au niveau des méthodologies, ça fait toujours du bien. Je quand même présente un truc il y a 27 ans. Oui, mais du coup, au final, ça commence à se perdre, même au niveau des GAFAM et tout. Ils ont arrêté de prendre des bonnes technologies et peut-être qu'au bout d'un temps, ça va revenir, ce genre d'habitude. Mais est-ce que du coup, tu penses que maintenant, le plus gros fléau, c'est la dette cognitive plutôt que la dette technique ? Il y a un risque d'avoir une dette cognitive si on se coupe des boucles de feedback. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai ressenti et qui est une vraie menace, que j'ai vu sur 2 ou 3 projets différents sur lesquels j'ai évolué cette dernière année en tant que freelance, et qu'il y a eu des moments dans le projet où on s'est rendu compte qu'on commençait à perdre le contrôle et où on a dû mettre en place des choses pour garantir qu'on n'était pas en train juste de déléguer à l'IA l'intégralité du projet, On a le temps de prendre encore 2-3 questions si vous voulez. Bon, c'était super clair alors. Je n'ai pas balancé assez de scud. Ou trop. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à faire des feedbacks. Vraiment, je ne demande qu'à améliorer cette présentation.